Bienvenue dans un autre épisode glaçant de vrais cas de crime dans une banlieue est de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Une maison apparemment ordinaire cache un secret sombre et tordu. Le crime commis à l'intérieur était si répugnant et dépravé que même les enquêteurs et les psychologues ne comprennent pas entièrement la logique derrière. C'est l'histoire de ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison. Mais avant de commencer, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner. Votre soutien compte beaucoup. Disparition. Le 26 septembre 2008, un jeudi matin frais, le Bower Tavern à Christchurch est animé de bavardages. Le tintement des verres et le labyrinthe lointain remplissent l'air. Une belle femme de 28 ans, Tisha Lori, sort par la porte d'entrée pour rentrer chez elle après avoir passé un moment de qualité avec son grand-père. Les deux sont très proches et elle a hâte de célébrer son anniversaire demain. Elle n'a pas l'habitude de passer beaucoup de temps avec lui, mais récemment, elle a emménagé chez lui parce que elle veut faire une pause avec son petit ami de 48 ans et de réfléchir aux problèmes rencontrés ensemble. Elle n'a aucune idée que c'est la dernière fois qu'elle le verra lui ou quelqu'un d'autre. Tisha ne se présente pas à la célébration de l'anniversaire de son grand-père le lendemain. Tanya, la mère, est troublée par l'absence de sa fille et trouve cela très inhabituel. Sa première pensée est que Tisha est avec son petit ami et elle décide de lui laisser un peu d'espace. Cependant, lorsqu'elle contacte le petit ami de Tisha le lendemain, elle est alarmée d'apprendre qu'il n'a ni vu ni entendu parler de Tisha depuis des jours. La panique s'installe alors, poussant la famille à contacter la police et à signaler la disparition de Tisha. Le 2 octobre 2008, une semaine après la mystérieuse disparition de Tisha, le détective senior chirurgien Virginia Labaz lance un appel public à information. L'enquête s'intensifie, la police fouillant la maison du grand-père de Tisha et tous les lieux qu'elle fréquentait. Le 7 octobre, les recherches s'étendent à la rivière Avon, un endroit pittoresque et paisible que Tisha aurait emprunté pour rentrer de la taverne. Alors que la police fouille la rive et l'eau, la famille distribue 1200 tracts, espérant trouver un indice ou un témoin. La sœur de Tisha, Liang, révèle le tourment émotionnel de la famille. Malgré l'implication de 35 officiers et des recherches approfondies, l'affaire reste un mystère déconcertant. Au fur et à mesure que les jours se transforment en semaines et que les semaines se transforment en mois, l'espoir de retrouver Tisha vivante s'estompe. L'année suivante, le 11 juin 2009, une récompense de $20 000 est offerte pour toute information menant à la localisation de Tisha. Le plaidoyer émouvant du détective Labaz est relayé pendant une conférence de presse. Tisha a été vue pour la dernière fois le 26 septembre 2008. Quelqu'un détient la clé de ce mystère et nous avons besoin de votre aide. Un an plus tard, à la suite de la disparition de Tisha Lori, un mystère troublant s'est déroulé à seulement 2 maisons de l'endroit où elle séjournait. Jason Somerville, un résident des environs, s'est rendu au poste de police pour signaler la disparition de sa femme. Lorsqu'il a signalé la disparition de sa femme, il a dit à la police qu'elle avait des antécédents de dépression, d'addiction et d'automutilation. Suggérant qu'elle aurait pu se suicider, il a dit qu'elle était partie sans ses clés, son sac à main, son téléphone portable et ses cartes bancaires. Il est revenu quelques jours plus tard et a dit à la police que quelqu'un avait déposé les lunettes de vue et l'alliance de sa femme dans leur boîte aux lettres. Le rebondissement. Les détectives se sont assis avec Jason, qui avait piqué leur intérêt et n'étaient pas préparés à ce qu'ils allaient apprendre. Pour des raisons inconnues, Jason a avoué avoir tué sa femme Rebecca. Ajoutant encore au choc, il a également avoué avoir tué Tisha l'année précédente. Personne ne sait vraiment pourquoi il a avoué, sans beaucoup d'insistance de la part du détective. Peut-être espérait-il obtenir la récompense de $20 000 pour la localisation de Tish, ou peut-être que la culpabilité était trop lourde à porter pour lui. Le 25 septembre 2008, Jason a dit qu'il coupait du bois à l'extérieur de sa maison et est rentré à l'intérieur pour prendre un verre. Quand il a entendu frapper à la porte, c'était Tisha Lori, sa voisine de 2 maisons plus loin. Il se souvient qu'elle portait une veste des Chicago Bulls et un jean. Il l'a laissée entrer dans sa maison et selon lui, Tisha a erré au rez-de-chaussée à la recherche de choses avant de monter à l'étage. Elle a joué avec l'ordinateur, regardé un classeur.
Je lui ai demandé de partir. Jason a dit qu'il était agacé par elle et malgré son ordre de partir, elle a refusé. À ce moment-là, il admet être devenu très en colère et l'a poussée dans les escaliers. Elle n'a pas perdu pied et il a mis ses mains autour de son cou. Il a dit que je l'ai attrapée et que je me suis accroché à elle. À un moment donné, je l'avais contre le mur. Elle se battait contre moi. Je l'ai tenue jusqu'à ce qu'elle cesse de lutter. Je savais que cette personne était condamnée vu le temps que je l'avais tenue. Il a avoué avoir étranglé Tisha à mort avec ses propres mains. C'était tellement violent qu'il a mentionné qu'il avait remarqué une bonne quantité de sang sortant de son visage. Il a laissé le corps et est allé chercher des sous-vêtements de sa femme. À son retour, il l'a enfoncé dans sa gorge. Ce qui s'est passé ensuite est vraiment révoltant. Il a retiré son jean et sa culotte et a eu des relations sexuelles avec son corps sans vie. Jason est parti cet après-midi pour sa réunion des alcooliques anonymes. En rentrant 1 heure après, il s'est rendu compte que sa femme reviendrait à 15 heures. Il a ensuite ouvert une trappe sous son sous-sol, qui a exposé une zone sous les fondations de sa maison qui a de la terre et un sol mou. Il a ensuite traîné le corps à moitié nu de Tish et l'a déposé dans le trou désormais ouvert. Il est descendu, a creusé une tombe peu profonde avec ses mains et une planche de sol, a recouvert le corps de Tish de terre, avant de se hisser à nouveau et de remettre la trappe en place. Jason a ensuite nettoyé la zone au mieux. Après le retour de sa femme Rebecca, ils ont poursuivi leur journée normalement, effectuant des tâches ménagères, puis se sont couchés comme un jour ordinaire. Sa femme, totalement inconsciente du cadavre, a seulement quelques pieds sous leur chambre. Le lendemain matin, Rebecca est partie à une réunion. Jason a saisi cette opportunité pour descendre dans l'ouverture, découvrir le corps de Tish et violer à nouveau ses tribunaux. Le corps de Tisha, maintenant en début de décomposition, montrait des signes de rigor mortis, mais Jason n'était pas dérangé. Il était maintenant un nécrophile à part entière. Prenant un moment pour dire que cet auteur était très perturbé lorsqu'il a appris ce fait. Cette vidéo vise à exposer l'esprit tordu de Jason Somerville. Jason a dit à la police que son motif pour attaquer Tisha était dû à la colère qu'il ressentait de son refus de quitter sa résidence malgré ses ordres. Dans les mois qui ont suivi, Jason et Rebecca Chamberlain ont continué leur vie comme d'habitude. Pendant cette période, on a rapporté que Jason discutait de la disparition de Tisha avec leurs voisins et disait « Et s'ils l'avaient enfermée dans un donjon et qu'ils avaient des relations sexuelles avec elle ?» comme s'il faisait allusion à son fantasme dérangé. Il n'est pas clair s'il a violé le corps de Tish à nouveau, car il n'a admis l'avoir fait que 2 fois. Il semble que la femme de Jason, Rebecca, n'a jamais soupçonné quelque chose de sinistre dans leur maison, et il semble qu'il n'y avait pas d'odeur détectable de cadavre en décomposition, malgré des mois de présence de son corps là-bas. C'est parce qu'il y avait tellement d'autres saletés et odeurs autour de la maison que cela masquait l'odeur putride de décomposition, mais nous en parlerons plus tard. Malheureusement, Rebecca n'a jamais appris la vérité, car Jason a également avoué l'avoir tuée. Rebecca et Jason Somerville ont eu une relation tumultueuse. Ils se sont rencontrés au début des années 2000. Rebecca avait un jeune fils à l'époque d'une relation précédente. En 2003, ils se sont mariés à l'église baptiste de Taupo et quelques années plus tard, ils ont eu 2 filles ensemble. Ils étaient en difficulté financière. Jason rangeait les chariots dans un supermarché et Rebecca nettoyait dans un restaurant de restauration rapide. En 2005, ils ont dû vendre leur maison et réduire à un appartement plus petit pour alléger leur fardeau financier. Selon la personne qui a acheté leur propriété, Jason était une personne très nerveuse et anxieuse, et la maison était sale et endommagée, avec des murs et des portes qui semblaient avoir été enfoncées ou frappées avec un marteau. Il y avait aussi des excréments sur le tapis. On pouvait à peine l'appeler une maison. En 2010, un article a été publié affirmant qu'un voisin des Somerville avait décrit avoir entendu Jason parler à sa femme et à ses enfants de manière brutalement dégoûtante. Il a dit « c'était un bâtard sanglant ». Je l'ai entendu un jour hurler des insultes à ses enfants. Je ne m'adresserai pas ainsi à mes chiens. Et je lui ai dit que si je l'entendais parler comme ça, encore une fois, je le laisserais tomber sur le champ. Il traitait sa femme et ses enfants comme de la merde. Elle paraissait terrifiée face à lui. Il semblait la contrôler totalement. Grande gueule, pas de courage. Vers la fin de 2005,
ils ont pris la garde des enfants de Jason et Rebecca. Les raisons exactes ne sont pas claires, mais il y a des spéculations. Cela est dû aux sévices physiques subis par l'aîné de Jason, y compris des rumeurs que Jason aurait peut-être pendu l'aîné à la barre de douche. Une chose est claire, ce n'était pas un foyer idéal pour élever des enfants, et les deux parents étaient des consommateurs de substances. La communauté de l'église baptiste de Taupo s'est vue confier la garde et le soin des enfants. Ce n'est qu'aux alentours de 2007 que Jason et Rebecca ont déménagé à Christchurch, dans ce qui est maintenant connu comme la tristement célèbre Maison des Horreurs. Jason était ouvrier à la ferme de son père et apprenait la menuiserie en parallèle. Il effectuait également beaucoup de rénovations dans leur maison. Cependant, malgré la situation apparemment améliorée, on leur a informé qu'ils n'étaient toujours pas jugés aptes à récupérer la garde de leurs enfants. Suite à cette nouvelle, l'addiction de Rebecca aux drogues et aux antidouleurs s'est aggravée. Elle a même commencé à s'automutiler en se coupant et a fait plusieurs séjours aux urgences psychiatriques. Elle a cherché de l'aide et a réussi à arrêter de consommer et de s'automutiler. En collaboration avec l'avocat de la famille, ils ont réessayé d'obtenir la garde de leurs enfants. Les remarques de leur avocat, Peter Burns, faisaient l'éloge de Rebecca. Il pensait que Jason était une personne très nerveuse, tendue et plutôt étrange. Il a dit qu'ils avaient envoyé au moins 10 demandes au tribunal concernant la garde et qu'elle les avait toutes écrites. Ils étaient tout simplement brillants. On pourrait penser qu'un avocat les a écrites. Elle était très intelligente. Elle s'était nettoyée et voulait juste être une maman. Malgré toutes ces tentatives, ils n'ont pas réussi à récupérer la garde de leurs enfants. Le meurtre de Rebecca. Avance rapide presque un an après la disparition de Tish. C'était un dimanche matin habituel. Jason Somerville et sa femme de 6 ans, Rebecca Chamberlain, dormaient dans leur lit à l'étage de leur maison. Jason s'est réveillé en premier et a initié le sexe avec Rebecca. Elle a dit non. Jason a réessayé, mais le résultat était identique. Cette interaction s'est poursuivie plusieurs fois avant que Jason, maintenant frustré, ne quitte la chambre pour descendre et se préparer une tasse de café. Peu de temps après, il est retourné dans la chambre et a tenté à nouveau d'avoir des relations sexuelles avec sa femme, mais elle a encore refusé, disant qu'elle n'était pas d'humeur. Selon Jason, cela l'a fait se sentir rejeté et très en colère. Il a dit « Je l'ai attrapé par la gorge et je l'ai tenu. Je l'ai enfermé dans une clé de tête. J'ai craqué. » Rebecca a lutté, mais Jason n'a fait que resserrer sa clé de tête en réponse. Il a dit « Quand elle a finalement abandonné, j'ai lâché prise. Je pensais sincèrement qu'elle allait bien quand je l'ai lâchée. » Il a ensuite laissé sa femme inconsciente dans la chambre et est allé se soulager aux toilettes. Après être retourné dans la chambre, il a été surpris de voir Rebecca toujours immobile. Il a vérifié son pouls au niveau du cou mais n'a pas pu en détecter un. Au lieu d'essayer de la réanimer, il a fait le contraire. Il a placé ses mains fermement sur son cou, s'assurant d'appliquer une pression descendante ferme de ses doigts et de son pouce sur ses artères. Cela a garanti qu'elle ne se réveillerait plus jamais. Il avait anéanti tout espoir de la réanimer. Il avait tué une fois de plus, cette fois sa propre femme, et s'était assuré qu'elle reste morte. Jason a dit « C'est la première fois que quelqu'un meurt après que je l'ai laissé partir après avoir fait ça. Je ne comprends pas pourquoi elle est morte. » Putain, quand tu laisses partir quelqu'un, il est censé vivre. J'ai ensuite tenté de dissimuler mes traces. Il semblait que la seule préoccupation de Jason était lui-même, et qu'il se fichait que sa femme vive ou meure. Il a violemment réagi à ses refus de relations sexuelles, s'assurant qu'elles ne survivent pas. Puis il a enfoncé sa culotte dans sa gorge et a continué à avoir des relations sexuelles avec son corps. Un déjà-vu de ce qu'il avait fait à Tisha il y a moins d'1 an. Une fois qu'il a eu fini, il a dit, je cite, « Je l'ai embrassé sur le front et lui ai dit au revoir. » J'ai paniqué. Je l'ai traîné hors du lit, l'ai traîné en bas. Je craignais davantage les ennuis que je pourrais rencontrer. Et c'était fou. Comme Tisha, il a creusé une tombe peu profonde sous sa maison et a recouvert le corps de Rebecca de terre, l'enterrant à côté de Tisha. Selon la police, Jason Somerville a montré des moments de remords, exprimant son incompréhension face à ses propres actions lors de l'entretien. Dans ses propres mots, « Je ne comprends pas. Ce sont 2 vies que je sais que je n'aurais pas dû prendre.
Honnêtement, je ne comprends pas parce que cela va à l'encontre de tout ce qu'on m'a enseigné. 7 septembre 2009. Après l'aveu, la police de Nouvelle-Zélande est allée à la propriété pour déterrer Tisha Lawrie et le corps de Rebecca Chamberlain cette nuit-là. Ils avaient prévenu la famille de Tisha et Rebecca. Tisha, qui était d'origine maori, avait fait exécuter le haka par sa famille et des membres de la communauté, une danse susceptible d'honorer et de respecter son âme. Jason a causé cela, mais qui était Jason Somerville? Essayons de démêler son passé. Et découvrir les forces qui ont pu le propulser vers l'abîme de crimes inexprimables. Jason Paul Somerville est né le 20 janvier 1976 à Christchurch, l'aîné de 4 enfants de Graham et Rosemary Somerville. Malgré la stabilité initiale de sa famille, ses parents ont divorcé en 1989 lorsque Jason avait 13 ans, l'amenant à déménager avec sa mère et ses frères et sœurs à Taupo pour un nouveau départ. Malgré l'engagement de Rosemary dans l'église mormone, les problèmes financiers ont perduré. À Taupo, Jason a fréquenté l'école mais a rencontré des difficultés. Il était illettré et perçu comme lent par ses pairs, subissant des intimidations en raison de la maladie mentale de sa mère et de ses propres difficultés. Ses réactions face au harcèlement étaient parfois violentes. Il était décrit comme un original et un solitaire. Harcelé à l'école, il répliquait parfois et attaquait la gorge de ses assaillants. En tant que garçon de 14 ans, il a commencé à voler les sous-vêtements des femmes dans leur linge suspendu. Il se faufilait la nuit, regardant par les fenêtres. Dans sa caravane, il avait l'habitude de se masturber en regardant les femmes se déshabiller à travers ses jumelles. Après avoir quitté l'école au début des années 90, Jason dépendait de petits boulots et de l'aide du gouvernement. Malgré ses difficultés, il a réussi à acheter une propriété, où il a vécu tout au long des années 90. Son comportement lui a valu des avertissements d'un policier local. Il a aussi commis des cambriolages, mais s'en est sorti indemne. On lui a prescrit du Tegretol, un médicament anticonvulsivant pour l'épilepsie, qu'il a dit aider également à contrôler ses, je cite, « sautes d'humeur ». Jason a une fois de plus été en deuil pour arrêter de traquer les femmes, mais n'a toujours pas été inculpé. Somerville n'a jamais eu de casier judiciaire, il n'avait qu'une petite infraction de conduite et était largement passé sous le radar. Il semble qu'il ait été largement ignoré par la société et la police, et que tous les problèmes de développement qu'il aurait pu avoir ont été laissés à pourrir et à grandir, le conduisant à commettre plus tard les actions odieuses contre Tisha et sa propre femme. Prononcé de la peine. Le prononcé officiel de la peine pour ces crimes odieux a eu lieu le 29 janvier 2010. Lorsque le juge Lester Chisholm est entré dans la salle d'audience, un silence d'anticipation s'est installé dans l'assistance. Jason Somerville se tenait devant lui, son comportement ne trahissant aucune émotion. L'air était chargé de tension alors que le juge Chisholm commençait ses remarques de condamnation, décrivant méticuleusement les crimes odieux commis par Somerville. Le juge Chisholm commença, sa voix grave. Citation. « Votre explication était que vous étiez en colère contre Tisha, et d'après ce que je peux comprendre, c'était parce qu'elle ne voulait pas partir. Vous étiez en colère contre Rebecca, car elle refusait des relations sexuelles. » Malgré les affirmations de remords de Somerville, le juge Chisholm n'était pas convaincu. Selon l'agent de probation, vous n'avez montré aucun remords ni empathie pour la victime, a-t-il déclaré sans détour. Les meurtres que vous avez commis ont laissé les familles Lawrie et Chamberlain avec une perte irremplaçable. Le juge Chisholm a porté le coup final. Citation, donc pour résumer, vous êtes condamné à la réclusion à perpétuité. Vous devez purger un minimum de 23 ans. Bien qu'il ait été compris que Jason a eu un début de vie difficile, avec un traumatisme cérébral, une blessure à la tête, et a subi des abus sexuels pendant son adolescence. Il a également été noté que selon un psychiatre et un psychologue,
Aucun de ces éléments n'a entraîné de trouble mental identifiable. Et tout au long de l'affaire, Jason Somerville n'a montré aucun remords ni empathie pour ses victimes. L'aspect sexuel et la nature impulsive de ces crimes ont été considérés comme une indication significative d'un risque futur, et il y avait une forte probabilité de nouvelles infractions sexuelles ou violentes. Toutes choses considérées, le juge a permis une réduction de 3 ans de sa peine en raison de son plaidoyer de culpabilité. Il a été noté que Somerville est resté sans émotion tout au long de la condamnation. Le sort de Somerville était scellé, sa punition reflétant la gravité de ses crimes. Déclaration d'impact de la victime. À la suite de la condamnation de Somerville, la salle d'audience a été témoin de l'angoisse brute des familles des victimes. Les proches de Tisha Lurie se sont avancés, leur voix tremblant de chagrin et de fureur, alors qu'ils s'adressaient directement à Somerville. « Tu ne mérites pas d'être sur cette terre », a déclaré le jeune frère de Tisha, Jacob, ces mots résonnant d'une indignation justifiée. Leur mère, Tanya, a exprimé sa haine pour Somerville, son angoisse palpable. « Je le déteste !» cracha-t-elle, sa voix étouffée par les larmes. « Je ne souhaiterais pas les émotions que cela m'a causées à mon pire ennemi. » Des sentiments similaires résonnèrent de la famille de Rebecca Chamberlain, leur douleur gravée profondément sur leur visage. Un poème écrit par Rebecca elle-même a servi de rappel poignant de la vie vibrante éteinte par les mains de Somerville. « Je ne suis pas une erreur », ces mots ont résonné dans la salle d'audience, un témoignage de sa résilience et de sa force. Les yeux embués de larmes, la mère et le père de Rebecca ont partagé leur chagrin avec le tribunal, leur voix tremblant de tristesse. Rebecca me manque vraiment et je me sens perdu sans elle dans ma vie. Les mots de son père pesaient lourd dans l'air, un rappel poignant du vide irremplaçable laissé dans le sillage de sa mort insensée. Conclusion. La tristement célèbre Maison des Horreurs a été achetée par le conseil de la ville de Christchurch, démolie, et un parc a été érigé à sa place. C'est une partie de la fondation du Ruban Blanc de Nouvelle-Zélande, un lieu qui offre des outils pour aider les hommes à se comporter de manière responsable en tant qu'adultes et en tant que soignants pour influencer les jeunes hommes afin de prévenir des tragédies comme celle-ci. L'histoire éprouvante de Tisha Lurie et Rebecca Chamberlain sert de rappel sobre de la menace omniprésente de la violence domestique. Malgré les signes d'alerte et les appels à l'aide, la société n'a pas réussi à reconnaître le danger posé par Jason Somerville jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'enquête policière insuffisante et les lacunes systémiques soulignent le besoin urgent de réforme et d'une plus grande vigilance dans l'identification et le soutien des victimes de maltraitance. En mettant en lumière ce cas tragique, nous honorons la mémoire de Tisha et Rebecca et réaffirmons notre engagement à protéger les femmes contre les préjudices. Merci pour votre soutien. Veuillez laisser vos pensées, commentaires et retours ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir des notifications des mises à jour de notre chaîne. Votre soutien nous donne la force de continuer notre travail et de mettre en lumière davantage de cas.